Je ne vais pas commencer par vous dire pourquoi j'ai choisi cet article, parce que ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Pourquoi on m'a choisi pour cet article, j'imagine que c'est le sujet. Et puis aussi peut-être parce que je suis rédacteur en chef de la revue. Oui, d'ailleurs, je commençais par ça, en fait, par vous dire que je venais de Tours, où j'ai eu l'honneur de diriger le département de médecine générale, et puis je dirige bien sûr la rédaction d'Exercer, que j'ai pas de conflit d'intérêt, mais si vous voulez constater l'absence également, je crois, il me semble, de lien d'intérêt, je vous invite à vous rendre sur le site dédié, qui commence à être relativement complet. Ça a mis du temps, mais ça finit par marcher. Je vais vous parler de cet article. Alors, on attaque donc là, à proprement parler, les brefs, c'est-à-dire des articles qui sont pas parus dans l'Exercer, mais dans la littérature internationale, et qu'on a réduit sous un format de 300 mots. C'est pas moi qui le fais, c'est Yannick, Hélène et Jean-Sébastien qui n'est pas là, qui font ça très bien. Et ils avaient entre autres choisi cet article qui explore la relation entre la prise de tension artérielle au cabinet et la mesure ambulatoire de la pression artérielle en termes de pronostic. L'intérêt de cet article, alors d'abord il y a un premier intérêt qui est éditorial, qui est assez étonnant, c'est que c'est un article de soins primaires fait par une équipe espagnole et qui est sorti dans le New England. Et quand vous êtes européen, sortir dans le New England une étude de cohorte qui n'est pas un essai randomisé, qui n'est pas sponsorisé pour un labo, c'est-à-dire que le New England ne va pas faire son beurre habituel sur les tirés à part, c'est un petit exploit. Pourquoi ils ont réussi ça? Probablement parce qu'on manque beaucoup de données. Alors qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? On sait que en termes de prédiction pronostique, la MAPA est sans doute supérieure à la MT et en tout cas supérieure à la mesure au cabinet. En fait, on le sait à partir d'études qui sont soit des études en population, donc qui produisent des niveaux de preuve finalement assez faibles, soit des études cliniques, mais qui sont de petite taille. Donc on n'a pas des grands niveaux d'études comme la méta-analyse de Stesen, qui est faite à partir de mesures au cabinet et sur 2 millions de personnes. On n'a pas ça pour les mesures ambulatoires. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la quantité d'effets, c'est-à-dire à quel point c'est différent en termes de pronostic de faire une mesure ambulatoire plutôt qu'une mesure au cabinet. Et puis, on ne sait pas non plus ce qui se passe en fonction du phénotype des hypertendus, c'est-à-dire les hypertendus simples, les hypertendus blouse blanche, l'hypertension artérielle masquée, le DIP, désolé Vincent, mais ça s'appelle, je ne connais pas de mot français pour remplacer ça. Le DIP, c'est donc le fait que la pression artérielle diminue ou pas la nuit. Donc le DIP, c'est quand elle diminue. Donc il y a des dippers et des non-dippers. On peut rajouter un U pour faire français, mais c'est le seul mot que je connaisse. Alors, c'est sans doute ça qui a valu à cet article New England, c'est 63 910 patients adultes qui ont été suivis pendant 4,7 ans, à moins qu'ils ne soient morts avant les 4,7 ans en question, ce qui a été le cas d'un certain nombre. Tout ça à partir d'un registre espagnol, un registre constitué en soins primaires, donc à partir de 223 centres de soins primaires dans 17 régions, c'est-à-dire probablement dans toute l'Espagne. Je ne crois pas qu'il y ait plus de 17 régions. Et avec des critères d'inclusion extrêmement larges, puisqu'il s'agissait d'avoir que les patients aient une hypertension soit réfractaire, soit résistante, soit labile, soit limite, soit blouse blanche ou suspectée blouse blanche, soit pour lesquels il fallait réévaluer le traitement, soit pour lesquels on s'interrogeait, je ne sais pas pourquoi, sur le rythme nictéméral de leur tension. Donc à peu près tout le monde. Et on va proposer à ces gens-là une procédure standard recommandée de mesure au cabinet. Alors la procédure standard recommandée en Espagne, comme vous le savez tous, c'est de prendre après 5 minutes de repos la tension artérielle assise, enfin le patient assis, prendre la pression artérielle du patient assis après 5 minutes de repos à 2 reprises et de faire la moyenne de ces 2 mesures. C'est ce que les auteurs appellent la procédure standard recommandée. Combien parmi vous font une procédure standard recommandée? Merci. Et puis, on a considéré que ces gens étaient hypertendus, comme en France, à au-dessus de 140-90 mm de mercure. On a comparé avec une MAPA, qui a donc été proposée à tous les patients, évidemment pendant 24 heures, avec des mesures toutes les 20 minutes la journée, toutes les 30 minutes la nuit. La nuit, c'est quand le patient dort. C'est comme ça que c'est défini, ce n'est pas des heures. Et puis, la mesure a été considérée comme valable à condition que 70% au moins des mesures aient été validées par l'appareil. Là, le standard pour définir l'hypertension artérielle, ce n'est pas 135-85 comme on a l'habitude en France, c'est 130-80.
Cette diapo, simplement pour vous montrer qu'évidemment, avec les critères d'inclusion qu'on avait et le mode de recrutement, eh ben, on se retrouve avec une clientèle typique d'hypertendus de médecine générale, c'est-à-dire des gens qui ont en moyenne 58 ans, qui ont un IMC moyen de 29, hein, avec quand même 40% qui ont plus de 30, et puis dont un certain nombre fument, ont un diabète, une dyslipidémie, etc. Bref, une population tout venant d'hypertendus de médecine générale. C'est ça qui rend les choses intéressantes pour nous. Qu'est-ce qu'on constate d'abord? Il y a 63 000 patients, et vous voyez les moyennes. Alors, donc, clinique, c'est la mesure au cabinet. Ensuite, je pense que c'est assez clair pour vous. Donc 24 heures, c'est la moyenne sur 24 heures, évidemment. Et puis après, il y a la moyenne en journée et la moyenne en nuit. Donc vous voyez que ce qu'on appelle le DIP, c'est à peu près 12 mm de mercure sur la systolique. Et d'ailleurs, à peu près la même chose sur la diastolique. Les survivants, au bout de 4,7 ans, étaient quand même encore 60 000. Et ils avaient des tensions artérielles qui étaient très peu différentes de la moyenne générale. En revanche, ceux qui sont décédés avant la fin des 4,7 ans d'observation, vous voyez que leur tension, tous les chiffres de tension artérielle étaient significativement différents des chiffres à l'entrée. Ce qui est amusant et qui interpelle un petit peu, c'est qu'ils n'étaient pas toujours supérieurs. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de chiffres, notamment la diastolique dans la journée, qui est significativement inférieure, probablement parce qu'ils étaient simplement plus traités. Alors, qu'est-ce que donnent les chiffres de mortalité en fonction du phénotype de l'hypertension? Alors, il y a une petite astuce qui rend ce tableau particulièrement difficile à lire et que moi j'ai mis longtemps à comprendre. C'est que contrôlé, ça veut dire que l'hypertension est contrôlée. Non contrôlée, ça veut dire qu'elle est traitée et pas contrôlée. Donc la différence entre sustained hypertension, c'est-à-dire l'hypertension permanente, et sustained uncontrolled hypertension, c'est que les premiers sustained hypertension, ils ne sont pas traités. Donc ils sont dans une situation finalement plus grave, si vous voulez, que ceux qui ont une sustained uncontrolled hypertension, c'est-à-dire qu'ils sont traités mais insuffisamment. Voilà ce que ça donne en termes de mortalité par rapport aux normaux tendus qui font référence, donc il n'y a évidemment pas de petit p. Et qu'est-ce qu'on voit d'intéressant sur cette diapo? Alors, premièrement, que contrairement à ce que l'idée qui est un petit peu rentrée dans les mœurs, mais à partir de très peu de données, l'hypertension blouse blanche n'est pas une situation bénigne. Et quand elle n'est pas traitée, quand on n'intervient pas sur des gens qui ont une hypertension blouse blanche, soit en confirmant l'hypertension, soit en la traitant, enfin peu importe, quand on n'intervient pas, la mortalité est significativement plus élevée. Et la deuxième chose, c'est que ce qui confère la mortalité la plus élevée, c'est l'hypertension artérielle masquée. D'autant plus qu'elle est le plus souvent, donc la uncontrolled, c'est celle qui a été diagnostiquée et traitée mais pas contrôlée. La première, masked hypertension, c'est l'hypertension masquée qui n'a pas été diagnostiquée. Vous voyez que c'est le rapport de risque largement le plus élevé en termes de mortalité. Ce que les auteurs voulaient montrer, c'était la supériorité de la MAPA en termes de pronostic. Et on voit, alors là, la mortalité, le rapport de risque en termes de mortalité, il est pour une déviation standard par rapport à la moyenne. Et une déviation standard par rapport à la moyenne, c'est 19-12 mm de mercure en mesure clinique et 14-10 mm de mercure en mesure ambulatoire. Vous voyez que pour une déviation standard, d'abord, première chose, l'hypertension artérielle constatée au cabinet, clinique, n'est pas disqualifiée. C'est-à-dire que la mesure clinique, la mesure au cabinet de l'hypertension artérielle et le traitement fait en fonction de cette seule mesure au cabinet est susceptible de diminuer la mortalité. Alors que toutes les recommandations du monde, maintenant, recommandent systématiquement une mesure ambulatoire de la pression artérielle avant de débuter un traitement et pour en contrôler l'efficacité. La deuxième chose, c'est que, contrairement à ce qu'on a, enfin en tout cas les moins jeunes d'entre nous avons appris, c'est pas forcément la diastolique qui fait la gravité d'une hypertension, même si ça signe l'hypertension métabolique et pas l'hypertension liée à la rigidité artérielle. En revanche, curieusement, la diastolique en la journée ne sort pas en termes de mortalité. Donc qu'est-ce qu'on sait maintenant? On sait, et ça confirme sur une grande cohorte de patients tout venant suivis en médecine générale,
que la mesure ambulatoire de la pression artérielle est supérieure en termes de prévision pronostique, supérieure à la mesure au cabinet. On découvre, on redécouvre, que la blouse blanche, ce n'est pas bénigne. Que l'hypertension, les gens qui ont une hypertension artérielle blouse blanche, qu'elle soit pure, c'est-à-dire qu'effectivement on est constaté par mesure ambulatoire qu'il n'y avait pas d'hypertension artérielle à domicile ou qu'elle ne soit pas explorée, ça n'est pas une situation bénigne et il faut certainement le prendre en compte. Ce qu'on ne sait toujours pas, parce que ce n'était pas dans cette étude, c'est qu'est-ce qu'il en est de l'automesure tensionnelle, qui n'a pas fait l'objet de cette étude du tout, et qu'on utilise certainement beaucoup plus que la MAPA. On ne sait toujours pas ce qu'il en est des dippers et des non-dippers. Est-ce qu'il y a un pronostic différent quand les gens ont une pression artérielle qui ne diminue pas la nuit? Et on ne sait définitivement plus quoi faire du tout de la mesure au cabinet, d'autant plus que la mesure au cabinet, ce n'est pas seulement obtenir des chiffres, vous savez tous, c'est aussi un rituel majeur dans la relation. Mais ce qui doit nous interpeller, à mon avis, dans ce papier, c'est la prévalence importante et surtout la gravité pronostique de l'hypertension artérielle masquée. Quand on en cherche, on en trouve. Si vous avez dans vos patients des diabétiques de 50 ans, fumeurs et qui ne sortent pas du canapé et qui font du sport qu'à la télé, et qui ont une tension au cabinet à 120-75, faites-leur une MAPA. Vous allez découvrir une hypertension artérielle, c'est quasi sûr. Merci. Ben voilà. Merci Jean-Pierre. Oui, Éric Leclerc, Ardennes. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant faites des MAPA, mais la MAPA est un acte technique non remboursable et ça coûte environ 50 €. Je crois que ça peut être un frein important. Alors, ça coûte 50 €, c'est un point de vue, ça ne coûte rien, il n'y a pas de cotation pour la MAPA. C'est le drame des cardiologues, et ça va devenir le nôtre maintenant, puisqu'on fait des MAPA, il n'y a pas de cotation. Après, on peut dire ça coûte 50 € parce qu'on fait une consultation au début, une consultation à la fin. On peut dire ça fait partie d'une prise en charge globale, c'est les infirmières installées qui le posent et qui s'en occupent. Voilà. Mais effectivement, ça correspond à un petit investissement. C'est un choix. Mais il n'y a pas de cotation. Quel est le coût d'investissement d'un appareil? Ah, ben voilà, quand même, j'avais préparé la diapo. Alors, ça dépend. Ça, c'est celui qui a été utilisé pour l'étude. Alors, pour utiliser un appareil pour une étude, il faut qu'il soit validé pour la recherche. Validé pour la recherche pour le fabricant, c'est du boulot. Hein. Il y a eu, je ne sais pas combien, 15 publications internationales pour valider cet appareil-là pour la recherche. Donc ça, c'est répercuté sur le prix qui est affiché là. Un appareil comme celui qu'on a, Alain Maréchal et moi, au cabinet, c'est celui-là. Ça coûte ce prix-là, mais en fait, on peut avoir une location, en fait. Nous, on l'a en location, ce qui permet de ne pas avoir de problème de garantie, parce que ça a tendance à tomber en panne. C'est quand même un truc qu'on confie 24 heures aux patients qui, après, alors la plupart ne prennent pas leur douche avec, mais enfin, bon, il peut y avoir des accidents. Cela dit, hier soir, pour préparer cette plénière, je suis allé me promener sur Wish. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Wish, mais si vous ne connaissez pas Wish, sur Wish, on trouve ça pour 83 €. J'en ai commandé un, on va voir, je vous dirai. Par rapport à l'hypertension blouse blanche, je voudrais savoir quels sont les traitements reconnus et quels sont les risques de ces traitements. Alors, il n'y a pas de traitement spécifique de l'hypertension artérielle blouse blanche, hein, enfin, à part le Lexomil peut-être avant de consulter, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de traitement spécifique, c'est le traitement de l'hypertension. En fait, le problème de la blouse blanche, quand un patient pas connu comme hypertendu vient au cabinet, qu'on lui prend la tension et qu'elle est supérieure à 140/90, les chances pour qu'il soit normotendu à domicile sont de 42%. Donc on a deux méthodes pour évaluer sa tension au cabinet. La première, c'est de la mesurer. La deuxième, c'est de jeter une pièce. Et puis, si c'est pile, il est hypertendu. C'est facile. Hein, normotendu, on est quasiment à 50-50, 42%. Après, il est hypertendu ou pas, et on le traite comme une hypertension ou pas. Ce qui sort de cette étude et qui était très inattendu, c'est que les gens
qui ont une hypertension artérielle blouse blanche, ce n'est pas comme les gens qui sont normaux tendus au cabinet. Ce n'est pas pareil. Ils ont un pronostic qui est moins bon.